Artlist.io. À l'aveugle. Premier épisode. Vous êtes les briseurs de glace. Pas trop stressés? Non, ça va. Parfait. Ben en fait, je pense que c'est bien important de parler de l'entrepreneuriat. De nos jours, on en parle beaucoup, mais on en parle de différentes façons. Donc, vous avoir deux personnes, deux entrepreneurs qui peuvent nous parler de leur réalité, je pense que ça va être très agréable pour les auditeurs d'entendre parler de tout ça. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes entrepreneur? C'est quand que vous avez commencé? Moi, ça fait 1 an. Je me suis enregistrée l'année passée au mois de juillet. Okay. C'est quand même tout récent. OK, mois de juillet. OK. Ça va bien jusqu'à présent? Oui, ça va bien jusqu'à présent. Je suis super contente de la demande qu'il y a. Oh, tant mieux. Moi, ça fait 3 ans. 3 ans, OK. Ouais. C'est 3 ans avec le Cali Café à cet endroit-là. Oui, en fait, depuis 3 ans, j'ai développé 3 compagnies. OK. La première compagnie, c'est une compagnie d'importation. Donc, je voulais me spécialiser dans les micro-lots des cafés. OK. Dans des cafés de qualité, mais des quoi rares. Donc, après ça, j'ai eu la chance de bâtir Cali Café avec mon groupe de travail. Puis, par la suite, à cause de la manque de main-d'œuvre, on saute sur les opportunités. Donc, j'ai créé une compagnie en Colombie pour venir aider les entrepreneurs. Donc, j'aide des familles en Colombie à s'en venir ici. OK. Donc, je les accompagne sur tous les processus. OK, vraiment de l'intégration des familles colombiennes au Québec. Oui, mais là, j'ai des Mexicains, des Salvadoriens, des Marocains, Ouais, ça commence à être gros. OK, tabarouette. Puis on bouge tout le temps. Mais c'est ça la vie d'entrepreneur aussi, c'est on veut répondre à la demande. Et dans le fond, tu as parti le Cali Café il y a 3 ans, pleine pandémie. Oui, en fait, c'est fou parce que à un moment donné, j'étais avec un de mes amis et on est allé prendre un café. Puis là, je me suis rendu compte que je n'avais pas ma carte. J'ai dit, voyons, j'ai pas l'argent pour me payer un café. Puis c'est ça. C'est dans le stationnement que ça passait là. J'ai commencé à dire, moi, je suis un accro au café. OK. Mais j'aimerais ça goûter les cafés de chez nous. Là. Un café qui ça goûte les vrais cafés. Là. OK. Puis c'est comme ça que ça a commencé il y a 3 ans. Puis Cali Café il est arrivé il y a 2 ans. OK. Parfait. Donc, on a un bel aperçu des entreprises. En fait, Sarah, on n'a pas parlé de ton entreprise. Qu'est-ce que tu fais? Oui, dans le fond, moi, je suis consultante en équité, diversité et inclusion. J'ai fait ma maîtrise en EDI. Puis, avec la maîtrise, on a vu vraiment tous les défis que les groupes historiquement marginalisés font face. Quand je parle de groupes historiquement marginalisés, là, je pense aux personnes immigrantes, aux personnes autochtones, personnes en situation de handicap, communauté LGBTQ+. Fait que je suis un peu une généraliste de toutes les réalités de ces groupes-là, mais j'ai vraiment décidé de me spécialiser là, dans les réalités des communautés LGBTQ+. OK. Puis les biais cognitifs et la communication inclusive. Okay. Fait que moi, j'offre mes services aux entreprises, aux organisations qui veulent mettre en place des pratiques inclusives là, pour ces groupes marginalisés-là. OK. Puis, qu'est-ce qui t'a attiré vers ça? Qu'est-ce qui t'a amené là? En fait, moi, j'ai été intervenante sociale très longtemps. J'ai travaillé au GRI, qui est un organisme justement pour les communautés LGBTQ+. Puis, on voyait qu'il y avait une grande demande là, par rapport au milieu scolaire, aux organisations pour développer des pratiques inclusives pour ces communautés. Puis, après ça, j'ai vu que l'Université Laval offrait la maîtrise en EDI. Fait que je me suis inscrite, puis après ça, j'ai vu qu'il y avait vraiment une grande demande là, de la part de tous les milieux pour développer des pratiques, des politiques, des actions en EDI. Fait que je me suis dit, c'est une entreprise de service, j'ai rien à perdre, je vais m'enregistrer, je vais offrir mes services, puis si ça fonctionne pas, c'est pas grave, je continuerai à faire autre chose avec l'intervenante sociale, mais il y a vraiment eu une belle réponse là, de la part des organisations. OK. C'est très bien. Donc, je vais faire une brève présentation de nos partenaires aujourd'hui. Donc, le podcast est apporté à vous grâce au SANA et à la Jeune Chambre de la Mauricie. Le SANA est le service d'accueil aux nouveaux arrivants de Trois-Rivières. Et, je me présente, William Bécusson, administrateur de la Jeune Chambre et commissaire industriel chez ID Trois-Rivières. Et aujourd'hui, on souhaite remercier le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec, qui est le MIFI, pour sa contribution financière et à la réalisation du podcast. Donc, je commencerai tranquillement avec une petite question pour vous. Quelles sont vos principales sources d'inspiration? On a parlé un peu, mais qu'est-ce qui vous a
dit comme, OK, je fais le move, là, je deviens propriétaire, je veux plus être employé, je veux être... Qu'est-ce qui vous inspire à faire ça? En fait, moi, c'est ça, comme je disais, j'ai vraiment vu qu'il y avait une demande de la part des organisations. Il y avait peu de spécialistes. En fait, au mois de décembre, on a été 4 personnes finissantes à terminer la maîtrise. Puis, je sais que ces 3 autres personnes-là sont salariées, ont des emplois là, comme en EDI dans des organisations. Fait que je me disais, mon Dieu, je suis la seule personne qui a la maîtrise puis qui offre des services de consultation. Fait que je me suis dit, d'après moi, tu sais, les organisations vont être intéressées. Puis, l'EDI, c'est quand même... Je ne veux pas dire que c'est un phénomène nouveau. Là, ça fait longtemps qu'on parle d'équité, de pratiques inclusives et tout ça, mais vraiment de le nommer comme tel en EDI, là, équité, diversité et inclusion, je pense que c'est quand même assez récent. Puis je voyais justement, c'est ça, qu'il y avait une demande. Fait que je me suis dit, je vais me lancer, puis si jamais ça ne fonctionne pas, moi, ça me dérange pas, je ferai autre chose, je m'adapte. Puis, parce qu'il y a des organismes qui font de l'EDI, mais toi, tu as décidé de dire, moi, j'y vais par moi-même, faire mon chemin. Ça, c'est quelque chose que tu préférais de ton côté, être ta propre patronne? Y avait-tu des raisons derrière ça? C'est sûr que la flexibilité de l'entrepreneuriat, ça m'intéressait beaucoup. Moi, ça me dérange pas de travailler le soir, la fin de semaine, le matin à 6 heures, je peux être connectée, j'ai pas de problème. Fait qu'un horaire de 9 à 5, ça me convenait peut-être un peu moins. Puis, la flexibilité, c'est ça. Puis, en fait, ça permettait aussi de mettre des projets à terme qui me tenaient beaucoup à cœur. Là. On a plus de flexibilité aussi dans les projets qu'on veut développer, je pense, quand on est travailleur autonome. Puis, vu qu'il y a une grande demande, c'est sûr que je peux me permettre de prendre les projets qui m'intéressent le plus. Okay. Puis, ma dernière motivation, en fait, moi, je viens du milieu communautaire, puis je connais beaucoup le SANA. Durant mon parcours universitaire, justement, j'ai fait une immersion avec cet organisme-là, fait que j'ai pu voir vraiment les réalités des femmes immigrantes. Puis, j'ai un souci aussi de démocratiser un peu l'EDI. Ce que je vois présentement, j'ai l'impression que c'est réservé beaucoup au milieu universitaire ou aux grandes organisations qui ont des sous pour se payer une conseillère à temps plein. Mais moi, j'ai envie vraiment de démocratiser ces services-là puis de les offrir au milieu communautaire, aux écoles peut-être qui ont moins de sous aussi. Fait que j'ai vraiment... je veux que mes prix soient équitables pour toutes les organisations. OK. Et pour toi? En fait, c'est plus la flamme d'entrepreneur. Et l'opportunité, tu sais, au Québec, on a des consommateurs pas mal de café. Oui. Donc, ça nous prend 2-3 cafés, surtout l'hiver. Donc, c'est plus ça. C'est plus les défis de dire, est-ce que je suis capable de faire ça? OK. Donc, c'est pas là la motivation, là, c'est l'effet de vouloir créer ou amener des quoi nouveaux chez nous. OK. C'est vraiment d'apporter ta couleur dans ton produit, dans ce que tu fais. Exactement. Tu sais, quand on parle de la Colombie, tu sais, des fois, on fait des références à plusieurs affaires, mais le café colombien, c'est un café unique, là, aussi. Mais je voulais amener ces qualités-là à maison, donc ici, au Québec. Vraiment, dire, moi, tu as une expertise au niveau du café, puis tu veux l'offrir aux Québécois. OK. Oh, oui. De donner l'opportunité de déguster, de goûter quoi différent. C'est pas mal ça. OK. Puis justement, avec votre implantation, est-ce que vous avez rencontré des défis dans votre cheminement entrepreneurial? Y a-t-il quelque chose que vous avez dû faire face, que vous vous attendiez pas à faire face en étant entrepreneur? Je peux commencer? Oui. En fait, moi, j'ai un bac en administration des affaires et il y a une chose que c'est la théorie, l'autre chose, c'est la pratique. Et oui, en étant entrepreneur au Québec, c'est difficile là, au début. Et en fait, quand on se lance dans un projet des mêmes, il faut se dire qu'on est très à l'aise à échouer son projet. Donc, pour les jeunes entrepreneurs, qu'est-ce que c'est important, c'est de dire, OK, tu sais, je suis à l'aise que ça fonctionne pas, mais je l'essaie, je suis entrepreneur, je veux le faire, je veux l'essayer. Si tu l'essayes pas, tu l'essaies pas. OK. Donc, oui, il y a plusieurs défis au niveau administratif, au niveau des placements et toutes les tâches que ça prend, là. Donc, moi, j'ai une équipe de travail. OK. Mais tu sais, pour quand tu amènes des quoi de nouveau, ça prend du marketing, ça prend beaucoup publicité sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que j'ai amené mon produit? Est-ce que les ventes sont là? Est-ce que
qu'est-ce qui peut affecter mes ventes? Est-ce que l'achalandage est là? Donc, il y a plein de facteurs qui peuvent t'influencer. Donc, des fois, tu n'as pas le contrôle de ça, puis tu dis, oups. Comme tu as dit, le théorique et le réel n'est complètement pas... On n'apprend pas l'achalandage dans les cours pratiques. Exactement. Fait que là, c'est vraiment... Ça a été un défi, justement, de vivre l'entrepreneuriat et pas juste de comprendre théoriquement l'entrepreneuriat. Oui, parce que tout dépend des... En fait, tu n'as pas le contrôle de ça. C'est vraiment ta clientèle, puis c'est ta clientèle qui va faire vivre ton commerce. Donc, il faut que tes bases soient solides. Puis, pour créer ces bases-là, des fois, ça prend pas juste une personne, mais plusieurs personnes qui ont la même vision que toi et qu'ils fassent autant de travail que toi aussi. Donc, l'entrepreneuriat, c'est pas si facile que ça, mais c'est passionnant. C'est autant que tu es ton patron, mais que les clients sont tes patrons. Exactement. Exactement. Et pour toi? Oui, ben je te rejoins vraiment beaucoup là, quand tu dis qu'il faut être prête ou prêt à échouer aussi, là, parce que ça se peut que ça fonctionne pas, mais justement, je pense que quand on a un projet qui nous tient à cœur puis qu'on travaille fort, ben puis qu'on met les chances de notre côté aussi, qu'on s'entoure bien, ben, je pense que c'est sûr que ça augmente nos chances de réussite. Personnellement, j'ai pas fait face à de grands défis. Je pense que j'ai peut-être été un peu plus surprise par rapport à la charge de travail. Je pense que je suis quand même assez travaillante, puis justement, qu'il y a des choses qui me tiennent à cœur, ça me dérange pas de travailler beaucoup. Mais je pense que ce qu'il faut comprendre avec l'entrepreneuriat, oui, on fait notre propre horaire, mais on dirait qu'on travaille tout le temps quand même. T'as pas d'heure. Non, c'est ça. Fait que par rapport à la charge de travail, j'ai peut-être été un peu surprise. Puis tu sais, je suis en démarrage, là, ça fait juste 1 an. Fait que tu sais, j'ai pas les sous non plus pour engager quelqu'un pour s'occuper de mes médias sociaux, tu sais, faire ma comptabilité. Fait que, tu sais, oui, je suis consultante, mais j'ai l'impression d'être aussi comptable, gestionnaire de réseaux sociaux, adjointe administrative. Tout autre tâche oui, connexe. c'est ça. Ouais. OK. Puis, justement, avec ces défis-là, est-ce que vous avez eu des moments que vous remettiez en question, que vous dites, bon, on parlait de justement être prêt à faire face à l'échec, mais est-ce que justement, vous avez eu des moments que vous vous êtes dit, Moi, je pense que constamment, on le fait. Indirectement. Tu sais, veux ou pas, il faut savoir que, oui, même si les chiffres sont là, il y a des facteurs qui peuvent passer à côté que tu dis, tu sais, juste un exemple, tu sais, avoir un comptable, c'est pas donnant. L'électricité, c'est pas donnant. Tous les facteurs qui peuvent influencer, tu dis, est-ce que je suis arrivé? Oui, les chiffres sont là, oui, les ventes sont là, mais est-ce que... la structure... Tout. Okay. C'est l'effet de dire, OK, est-ce que j'ai fait les choses comme il faut? Puis ça, c'est bon aussi parce que ça te permet d'innover tout le temps. Donc, ça te permet de mettre en question qu'est-ce qui fonctionne pas, qu'est-ce qui fonctionne, comment je vais faire, ou c'est quoi la valeur ajoutée que je peux donner. Là. Donc, tu es toujours constamment en question. Okay. Pour moi, je pense que c'est mieux quand tu le fais négativement parce que ça te donne une nouvelle idée OK, il faut réagir. Ça t'aide à innover, justement, d'un peu de se péter la gueule. Ça t'aide à innover, de dire, OK, bon, comment je peux faire différent pour améliorer mon entreprise, c'est ça? Absolument. OK. Absolument, parce que un client, je te donne un exemple, un client chez moi, là, oui. Je les dis la plupart des clients, je les dis tout le temps à mes clients, si tu goûtes mon café et tu ne l'aimes pas, tu ne le payes pas. Okay. Des fois, les gens, ils arrivent à mon café puis ils vont tout de suite payer. Je dis non. Mangez en premier, puis à la fin, si vous avez aimé ça, vous le payez, sinon vous ne le payez pas. OK. Donc, les gens, ils disent, ça ne fonctionne pas au Québec de même. C'est fou, mais toutes des choses de même, ils te mettent en question. Est-ce que j'ai fait les choses comme il faut? Qu'est-ce que je peux amener? Mais oui, il y a plusieurs moments où est-ce que tu dis, est-ce que je continue? Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Mm-hmm. Donc, voilà. Okay. Pour toi, est-ce qu'il y a eu des remises en question qui ont fait est-ce que je continue? Est-ce que c'est la marche est trop haute? Est-ce que... Mais je pense pas de grandes remises en question. C'est sûr qu'il y a des défis. Moi, ce que je trouve le plus difficile présentement dans le rôle de consultante en EDI, c'est vraiment la résistance au changement. Okay. Moi, j'arrive avec mes idées, ma bienveillance, le bon vouloir. Le bon vouloir. Puis, parfois, il y a plein d'obstacles auxquels j'avais pas pensé que les organisations me démontrent. Puis, je suis comme, ouais, OK, on va réaligner les choses, on va se reprendre, on va faire autrement et tout ça.
Mais je vois beaucoup de résistance au changement. Là. Tu sais, je pense que les organisations ont le désir d'offrir des environnements qui sont inclusifs autant pour leur personnel que leur clientèle. Mais je pense que les gens ont de la difficulté à changer en général. Là, on est quand même bien dans nos vieilles pantoufles et tout ça. Puis moi, ça me confronte parce que personnellement, moi, ça me dérange pas de changer. Tu sais, si je fais quelque chose puis finalement ça fonctionne pas, ben c'est pas grave. Tu sais, le lendemain, je ferai autre chose puis je m'adapte et tout ça. Je pense que c'est des qualités qu'on peut retrouver chez la plupart là, des entrepreneuses puis des entrepreneurs. Mais les organisations, c'est des gros paquebots un peu à faire tourner de bord et tout ça. Fait que quand on veut emmener des changements, ben des fois, il y a beaucoup de réticence puis ça vient me confronter. Là. As-tu des stratégies justement pour faire face à ces résistances-là? Y a-tu quelque chose que tu as remarqué que ça marche mieux que d'autres choses? Je pense que les organisations veulent vraiment des pratiques concrètes. Fait que ce que je donne beaucoup là, dans mes formations, mes ateliers, c'est vraiment des actions que les organisations vont pouvoir mettre en place dès le lendemain. Par exemple, j'ai un atelier sur comment bien accueillir les personnes trans en milieu scolaire. Okay. Mais je regarde vraiment tout au niveau du registrariat, qu'est-ce qu'on peut faire. Les enseignantes dans leur classe, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Fait que vraiment, le lendemain, ben, les gens qui ont assisté à ma formation peuvent mettre des choses en place là, concrètement. Là. Fait que oui, mes conseils puis les pratiques sont appuyés sur de la théorie puis de la science. Moi, je trouve ça super important. Mais ça reste que j'essaie de vulgariser le mieux possible là, ces pratiques-là. Pour avoir du concret, justement, pour pas lancer des théories, c'est une chose, l'appliquer, c'est une autre chose. Puis toi, exact. justement, t'essayes le plus possible d'apporter ça réellement dans l'organisation. Oui, en plein ça. OK. Ou sinon, quels seraient vos trucs que vous donneriez à un nouvel entrepreneur? Quelqu'un qui veut se lancer, qui a une passion, qui dit, comme, mettons, le café. Moi, c'est plus de croire en soi. OK. Tu sais, des fois, être entrepreneur, oui, OK, on voit l'opportunité, on dit, OK, on est capable d'aller faire, mais rester avec la même flamme, dire, OK, je crois en moi, même si il y a cet obstacle-là, même si c'est croire en soi. OK. Si je l'ai fait, c'est parce que je suis capable, puis go. C'est surtout ça, garder ces flammes-là allumées. OK. Vraiment partir de l'entrepreneur avant de l'entreprise et d'avoir des bases solides au niveau personnel. Exactement, parce que si tu lances ta entreprise et après ça, la motivation n'est pas là, c'est sûr que c'est un échec. OK. Parfait. Moi, pour les personnes qui désirent se lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que ça serait de faire peut-être tout par soi-même au début. Okay. Je pense que ça nous permet de vraiment mieux comprendre c'est quoi le monde de l'entrepreneuriat. Puis, moi, j'ai pour moi dire que tout s'apprend avec une vidéo YouTube. Les ressources sont là. On peut écouter un podcast, lire un livre. Puis, je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir répondre à nos questions. Puis, aussi, ben, tu sais, quand on débute, on n'a pas nécessairement beaucoup de sous, tu sais, du financement et tout ça. Fait que ça peut coûter cher. Fait que le fait de faire les choses par soi-même, ben, ça limite les coûts. Puis aussi, ben, ça nous permet de développer plein d'autres compétences. Tu sais, moi, j'ai jamais fait un site web. Là, je suis zéro programmeuse, mais tu sais, je me suis acheté un nom de domaine. Je me souviens même plus comment j'ai fait, mais j'ai un site web qui fonctionne, tu sais, là. Wow. Ça, tu l'as fait complètement par toi-même. Oui, exact. Tout ce que tu as fait jusqu'à présent, c'est tout par toi-même? Oui. Wow. Mais c'est ça, il y a toujours quelqu'un qui peut nous aider ou, tu sais, il y a une vidéo YouTube qui démontre comment. Fait que ces compétences-là, ben, je peux les appliquer, tu sais, à mon rôle de consultante. Puis on dirait que ça me donne une confiance en soi aussi quand on essaie des choses puis ça fonctionne. Puis je dis pas que j'ai pas fait d'erreur, là. Le service à la clientèle de mon hébergeur, je pense qu'ils savent mon nom, là. Je les ai contactés souvent. Mais, tu sais, là, ça fonctionne. OK. Donc, vraiment, justement, pour autant l'aspect financier que l'aspect de s'imprégner, de vraiment comprendre ce qui se passe, comment ça marche l'entrepreneuriat, comment ça marche une entreprise, ça serait pour ces volets-là que toi, tu dirais de faire par soi-même. Oui, vraiment. Puis, est-ce que ça t'a créé une confiance en toi? Est-ce que c'est justement pour faire du bien un peu, de croire en toi? Est-ce que tu as dit, OK, je suis capable de faire ça, je suis capable de... Ça t'a motivé, ça t'a... Oui, vraiment. Puis, tu sais, moi, je suis une grande introvertie. Puis même avant, j'avais beaucoup d'anxiété sociale. Là, tu sais, il y a quelques années, moi, j'aurais jamais participé à un podcast. Là. J'aurais été bien trop gênée. Mais là, tu sais, à ça, je donne des conférences devant 70 personnes. Puis, tu sais, ça me dérange pas. Là, tu sais, fait qu'il faut vraiment sortir de notre zone de confort aussi. Puis, je pense que quand on sort de notre zone de confort s'agrandit aussi. Fait qu'on vient de plus en plus confortable dans de plus en plus de situations. Fait que ça, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, tu sais, la confiance en soi, puis tout ça, ça se développe, mais il faut vraiment toujours être en action, j'ai l'impression. Tu sais, même si c'est un petit pas, faire le plus petit pas possible là, pour développer sa confiance, puis sortir de sa zone. Pas à pas, tu vois le résultat. Ouais. C'est l'effet de regarder les résultats, tu sais, d'amener ton idée à concrétiser, à matérialiser ça.
c'est surtout là que tu trouves la motivation. Tu dis, wow, tu sais, c'est à moi, là. J'ai l'ai fait moi-même. Donc, ça, c'est ça qui est très important. Justement, pour l'entrepreneur, pour l'entreprise, de dire, c'est moi qui ai fait ça, c'est gratifiant. Exactement. OK. Je pense que on va y aller avec la dernière question. Question un peu plus pour vous. Quelles sont vos visions long terme? Puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vos entreprises? Moi, en fait, c'est sûr que j'aimerais ça offrir mes services aux plus d'entreprises possibles. Puis, tu sais, je crois beaucoup au partenariat aussi. Fait que plus tard, je sais pas, peut-être avoir une petite boîte de consultation ou quelque chose comme ça. Mais je commence aussi une autre maîtrise en action climatique à l'automne. Wow. Puis, j'ai vraiment envie de jumeler un peu l'action climatique puis le DI parce que pour moi, un va pas sans l'autre. Quand on regarde les conséquences de la crise climatique actuellement, ben les personnes qui vont être le plus touchées, c'est les personnes historiquement marginalisées. Puis souvent, c'est les personnes qui contribuent le moins aussi à la crise climatique. Fait qu'en tout cas, pour moi, c'est un non-sens. Mais j'ai vraiment envie de jumeler justement mes connaissances que je vais développer en action climatique avec le DI, puis offrir un genre de nouveaux services, en fait, aux organisations. OK. Wow. Très, très innovant, très, très au goût du jour aussi. Et pour toi? Pour moi, ça va être plus ouvrir d'autres commerces, d'autres points de vente, mais aussi grandir surtout dans les marchés en ligne. OK. Tu sais, on a commencé à avoir des commandes d'Ottawa, de Montréal, il y a Victoriaville, Drummondville, il y a plusieurs villes alentour de Trois-Rivières qui prennent notre café à nous autres. OK. Mais c'est plus grandir dans ces marchés-là aussi, tout en ayant des points de vente. OK. Comme principalement. OK. Prochaine ville. On y va pas à pas. Pour la distribution, oui, parce que nos clients, eux autres, ils commandent des quantités puis ils vendent après. Là. Mais pour les cafés, en théorie, c'est les concepts, c'est plus un café charmant où est-ce que tu vas t'asseoir, tu prends le temps de prendre un bon café. OK. Tu comprends? C'est pas un café rapide. Non. On vient se détendre avec le café. Exactement. Okay. Des très beaux projets. Merci beaucoup à vous deux. Merci à Sarah Lemay, consultante EDI en équité, diversité et inclusion, et Romanio Ortiz de Cali Café. Et merci à vous, auditeurs, pour votre écoute. Restez à l'affût pour les prochains épisodes d'entrepreneuriat à l'aveugle qui sortiront sous peu sur les plateformes comme Spotify, YouTube, Balado Québec et bien d'autres. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.